C'est tout. Oui. Mais pas tous les jours, pas tous les mois. C'est comme Joseph, là, quand il m'a écrit. Ben, quand même, c'est quand même bien. Hein. Mais maintenant, hein, pardonne-moi. Pardonne-moi. Hein, Oui. Parce que ce jour, je vais aller au Vietnam, je vais t'écrire. Oui. Je crois que j'écris. Il a beaucoup de fautes, alors tu fais arranger les dictées. Oui, mais ça fait rien, ça, les fautes. Comme Francine, quand elle a écrit, elle m'a dit... Voilà, les feuilles de thé. Le thé vert, on avait le thé. Tout d'abord, les théiers, c'était là-bas. C'était là-bas. Et puis, ces théiers-là, ils étaient là quand on avait acheté la terre. Voilà. Ils étaient partis parce que c'était la vie à la campagne, dans leur village, est trop dur. Ils n'ont pas de quoi vivre. C'est pour ça qu'ils ont signé le contrat pour pouvoir partir travailler. Bon, à l'inconnu, bien sûr, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et puis, ben voilà, ils ont été travailler là-bas. Très dur au début, pendant les 5 premières années. Quand je commence à pouvoir aller à l'école, j'ai été à l'école de Thiébagui. Et tout avant, ben, on avait une maison, une école qui enseigne le viet aussi à Thiébagui. Là, l'école, elle est là. Et là, nous, les enfants, on jouait librement de pouvoir apprendre le vietnamien et puis de jouer comme il se doit. Et puis, seulement quand on est assez grand pour pouvoir aller à l'école française, là seulement qu'on a été à l'école française. Donc, avant d'aller à l'école française, on avait étudié le vietnamien dans cette école-là. Donc, quand on était rentré, on sait écrire, lire et parler vietnamien. C'était une vie très heureuse, très heureuse. On a de tout. On a une famille heureuse. Mon père travaille au Doniambo. Mon grand frère commence à travailler aussi. Et mon deuxième frère, il commence juste à travailler avant de repartir. Voilà, une vie très très heureuse. On a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, on n'est pas encore riche, je peux vous le dire. Mais voilà, on a tout ce qu'il faut. Donc, comme elle n'a plus ses dents, con cứ thoải mái thôi. Donc, elle est un peu intimidée. Et comme elle n'a plus ses dents, donc elle ne veut pas le montrer. Bon, elle va chanter en français. C'est toujours dans nos cœurs. On y tient. On aime parler. On aime toujours parler de notre vie passée là-bas. Sans regret d'ailleurs. Mais on parlait souvent. Et puis beaucoup, quand on se réunit, on aime bien aussi parler français entre nous. Vous voyez, ça se garde. C'est une partie de notre vie. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je la cape par la gueule, je la manque à ce monsieur m'a dit, tomber dans l'une, tomber dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. « 2 septembre 1945, le jour même où le Japon capitule, Ho Chi Minh proclame à Hanoï l'indépendance de la République démocratique du Vietnam. La France reconnaît d'abord l'existence de cet État autonome au sein de l'Union française, puis fait volte-face. Fin 1946, la marine bombarde Haiphong. Ho Chi Minh, membre fondateur du Parti communiste français et chef de file du mouvement Viet Minh, réplique par l'insurrection d'Hanoï. C'est le début d'une guerre qui va durer 8 ans et faire 500 000 victimes. Une guerre, ou plutôt une guérilla révolutionnaire, opposant une armée française figée dans la défense des villes et des voies de communication à une armée vietnamienne mobile, insaisissable, soutenue par la population et par la Chine de Mao.
Guerre de reconquête coloniale devenue croisade anticommuniste, la guerre d'Indochine s'achèvera par la défaite française de Dien Bien Phu le 7 mai 1954. 2 mois plus tard, les accords de Genève consacraient la partition du Vietnam. La France quittait le Tonkin. De l'aveu même du général Giap, commandant en chef des forces du Viet Minh, l'action en cours à Dien Bien Phu est la plus grande bataille qui ait jamais été livrée en Indochine pour la possession d'une ville fortifiée. 57 jours sans trêve ni repos. 57 jours pendant lesquels l'espoir s'effritait sous les coups furieux des divisions communistes, sans cesse alimentées en troupes fraîches. 57 jours d'héroïsme surhumain et de souffrance. Aujourd'hui, Dien Bien Phu n'est plus qu'une terre brûlée, mais plus jamais le monde ne pourra oublier ce nom. La chute de Dien Bien Phu n'est pas sans conséquences en Calédonie, où les Tchang-Dang, désormais implantés dans l'artisanat et le petit commerce, suscitent déjà des jalousies. Une partie de la colonie vietnamienne est par ailleurs sensible à la propagande communiste, hisse le drapeau rouge et manifeste. Par réaction, il se développe dans la société calédonienne un fort mouvement d'hostilité et de rejet à l'encontre d'une communauté qui compte alors plus de 4000 personnes. Ce sentiment anti-vietnamien est d'ailleurs partagé par les dirigeants de la colonie, comme en témoigne cette note administrative de 1955. Groupés en associations professionnelles dissimulant des partis politiques, en majorité pro-Viet Minh, les Vietnamiens sont inassimilables et ont toujours fait preuve d'un nationalisme agressif. Le Conseil général a demandé à plusieurs reprises que ces ressortissants vietnamiens soient rapatriés progressivement dans leur pays d'origine. Le territoire a avantage à se débarrasser le plus rapidement possible de cette colonie étrangère qui, en raison de son taux d'accroissement rapide et de sa résistance à toute assimilation, risque de poser dans quelques années des problèmes politiques graves. Je me présente, Cac Jean-Marie François, né le 29 octobre 1934 à Pointe-Boute. Je suis le 4e enfant d'une famille de 5 en Calédonie, parce que mes parents sont venus du Vietnam avec 2 enfants et un enfant que mes grands-parents ont conservé là, n'ont pas voulu le laisser partir. Les années 57-58, j'ai vécu, je vous dirais franchement, au fond de moi, ça me faisait de la peine. J'étais blessé parce que je me suis fait insulter quelques fois sur la route. Je ne demandais rien à personne. Marchais sur la route, il y avait 2 ou 3, ils nous insultaient, et ainsi de suite. Tout partout, c'était écrit partout, dans les rues, partout, Viet dehors. Et à l'époque, déjà, dans les années 50-51, je suis descendu travailler, on était mal vus déjà. Parce que j'aimais le vélo à l'époque. Quand j'ai travaillé, j'ai réussi à m'acquérir un vélo de course. Alors, le matin, avant d'aller travailler, je faisais mon tour de 4e, Magenta, puis je revenais, puis j'allais travailler. Et le samedi, on partait, on allait faire le tour du Mont d'Or, on revenait. Mais sur la route, quand on roulait, on se faisait insulter. Une voiture qui nous doublait, il nous insultait. C'était comme ça. Bon, après, on était habitués. Insulter, continuer à insulter, nous, on continue à travailler. Mon nom est Trinh Van Thai. Oui. Et je suis né au Nouvelle-Hébrides. Maintenant, on appelle Vanuatu. Je suis né en 1941. Et j'ai fait des études primaires à l'école primaire à Port-Vila. Port-Vila, c'est la capitale de Vanuatu. Et en 1955, je suis parti en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai continué à faire des études au collège technique. En 1930-1940, c'est terrible, c'est presque une vie d'esclavage. Mais en 1950-60, la vie est plus aisée, parce qu'on est devenu libre.
on est libre de faire ce qu'on veut. On est libre de travailler où on veut, quel patron on veut. Je suis parti parce que mes parents ont voulu qu'on doit rentrer au Vietnam parce nous sommes des Vietnamiens, et puis, notre patrie est le Vietnam. Puis à ce moment-là, il y a des troubles en Nouvelle-Calédonie. Hein? Il y a des troubles là-bas en Nouvelle-Calédonie. Hein? On voit partout des slogans, chinois dehors, Vietnam dehors. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables pour nous. Ils étaient cuisiniers ou commerçants, coiffeurs ou ferblantiers, jardiniers ou maçons, bien intégrés dans la vie économique. Ils choisirent pourtant le départ. Parmi eux, des gens très engagés politiquement, dont le soutien au régime communiste était entier. D'autres voulaient seulement revoir le pays natal, retrouver la famille. Certains de ceux qui auraient voulu rester, choqués par les campagnes xénophobes, prirent quand même le bateau pour ce Vietnam qu'ils ne connaissaient plus que de loin, malgré la propagande du Viet Minh. Et beaucoup, parmi les jeunes, embarquèrent parce que telle était la volonté du père. Ce fut, pour les Chan Dang et leurs enfants, un temps de déchirure, de dislocation familiale et de recomposition des liens sociaux, sur fond de conflits interethniques et intracommunautaires. Ceux qui choisirent de rester et de transformer l'histoire martyre d'une main-d'œuvre sans identité en exemple d'intégration réussie dans une société pluriethnique furent moins d'1 millier. Ils étaient majoritairement catholiques. Tous les autres partirent, en 11 voyages au total, dont 9 de l'Easter Queen, entre décembre 1960 et février 1964, 3786 Vietnamiens quittèrent Nouméa pour Haiphong, le grand port du Nord-Vietnam. Le port de Haiphong, c'est le lieu où ils quittent le Vietnam. Le port de Haiphong, c'est le lieu où ils retournent au Vietnam. Au début, quand on est retourné au Vietnam, on est un peu choqué, hein, parce qu'au Vietnam, c'était pas comme en Nouvelle-Calédonie à cette époque-là. La vie était plus difficile. En Calédonie, ils étaient des Chan Dang. De retour chez eux, ils devinrent des Viet Kieu, le nom donné aux Vietnamiens de l'étranger revenant vivre au pays. Certains furent accueillis en héros par Ho Chi Minh en personne, le 10 janvier 1960. Une stèle, un monument et une fresque à la forte symbolique révolutionnaire en témoignent sur le port de Haiphong. Éphémère moment d'enthousiasme, car ils le disent tous, le retour fut difficile dans un pays sous-développé et appauvri par la guerre, où les projets de monter des entreprises avec l'argent et le matériel ramenés de Nouméa furent vite dépassés, dans un contexte de collectivisation de l'agriculture et d'étatisation de l'industrie et du commerce. Peu, en réalité, ont pu faire jouer un choix personnel en un temps où l'idéologie dominante faisait primer le service collectif du peuple sur le bonheur individuel. Selon qu'ils étaient puissants ou anonymes, formés ou sans qualification, riches ou pauvres, ils furent orientés par le gouvernement communiste vers des destins différents. Haiphong, le centre de recrutement où ils engagèrent leurs pieds au début du siècle dernier, est aujourd'hui le grand port industriel du Nord-Vietnam, jumelé avec Brest. Métropole de près de 2 millions d'habitants, la ville héberge encore 4 Chan Dang vivants, âgés de 90 à 101 ans, et quelques 120 Viet Kieu nés en Nouvelle-Calédonie ou aux Nouvelles-Hébrides. Tous, au départ ou au retour, y passèrent par le dock numéro 6, lieu de regroupement et muet témoin du lien ancien entre les deux colonies françaises. Et quand je suis au Vietnam,
le gouvernement nous a orientés. Ils m'ont conseillé de continuer mes études. Alors j'ai continué mes études à l'université maritime. Voilà. Et j'ai fait des études à l'université maritime. J'ai eu mon diplôme en 1970. Ingénieur de l'électricité maritime. Ouais. Et j'ai travaillé dans le chantier des constructions navales, Bec-Dam. De 1963 jusqu'à 2002. Une longue période. Aux uns, les études, aux autres, la ville, et aux derniers, le défrichement des campagnes de l'arrière-pays, loin de leur village natal qu'ils espéraient retrouver. Pour Trinh Van Thai, ce fut Haiphong, mais pour Tran Van Lieu et Tran Tike, les parents de Man, ce fut Tien Quang, à 150 km au nord-ouest de Hanoï. Ça, c'est mon père qui a débroussé, puis labouré, puis plante les maïs. Et maintenant, M. Tang ils achètent la propriété. Et maintenant, il fait comme mon père avant. Mais avant, quand il reste ici, l'inondation. Le fleuve, il inondait tous en haut. Là. Tous à peu près de 3 mètres à 4 mètres de hauteur. Et maintenant, c'est fini. Cependant, je suis jeune, puis mon père et ma mère voudraient qu'on parle avec eux. C'est pour ça qu'on est petit, puis on n'est pas 18 ans encore. C'est la loi des Français, puis de la Nouvelle-Calédonie. Il faut obliger de rentrer avec mes parents, je ne peux pas refuser. Si, c'est malheureusement, on peut dire que les premiers jours, il rentre à la fin, puis une semaine après, alors il ne peut pas décider où il va. Alors que le gouvernement du Vietnam a dit que vous pouvez aller à tout coin. Indirectement, c'est la guerre d'Indochine avec les Français qui avait conduit les Tchang-Dang à quitter la Nouvelle-Calédonie. Et très directement cette fois, à peine rentrés, 13 mois seulement après le dernier voyage de l'Easter Queen, c'est dans la guerre avec les Américains qu'ils replongèrent pour 10 ans. C'est une très longue histoire, parce que pour raconter c'est très long, il y a beaucoup de choses à parler. Mais je suis chauffeur, puis dans le ciel c'est les bombardements américains. Et je passe toujours en dessous les roquettes, les bombes. Mais j'ai la chance que les bombes et puis les roquettes ne m'ont pas touché dans ma voiture, dans mon camion. Cette deuxième guerre d'Indochine, visant à la réunification du Vietnam coupé en deux, avait en fait commencé dès 1958 par des opérations de guérilla. Les États-Unis n'entrèrent ouvertement dans le conflit qu'à partir de mars 1965, avec des bombardements massifs sur le nord du Vietnam où la population vivait enterrée la journée et travaillait la nuit. La présence militaire américaine, forte de 550 000 soldats en 1969, prit fin en 1973. Mais la guerre entre les deux Vietnams dura 2 ans de plus,
jusqu'à la chute de Saïgon et la réunification officielle du pays. 7 millions de tonnes de bombes ont été larguées lors de ce conflit, qui a fait 58 000 morts américains et 4 millions de morts vietnamiens des deux camps, dont 1 million de combattants. Parmi eux, des enfants de Chandang, nés en Calédonie. 7, rien que pour Tien Quang. Leur nom figure sur le monument aux morts. Mon frère, il est frère, mon frère aîné. Il est mort pendant la guerre de Vietnam. Il est là, dans le monument pour les soldats vietnamiens. À l'époque, la guerre contre les Américains. Ouais. C'est ici, c'est ce village avant, voilà, c'est-à-dire Tân Việt. Tân, c'est Tân Nouvelle Calédonie, et Viet, c'est Nouveau Vietnam. Ouais. Alors, on débarque avec les gondoliers puis les radeaux dans l'autre, à l'est du fleuve, pour débrousser la forêt. Tien Quang, en 1964, c'était comme la brousse calédonienne, sans eau et sans électricité, avec en plus des serpents et des tigres sur les terres à défricher. Par-delà le fleuve, qu'aucun pont n'enjambait, les Chandang créèrent un nouveau quartier, Tan Viet, littéralement Nouveau Vietnam. Parmi tant d'autres, il y avait la Man et Sien de Thié Bagui, Yen de Santo qui travaillait à Doniambo, Wang de Païta qui était chauffeur. Tous évoquent l'extrême dureté des premières années, le riz rationné, le travail dans les coopératives ou les usines, mais aussi le bénéfice qu'ils ont tiré des outils et du savoir ramené de Nouméa.